Voilà, je ne suis pas seul aujourd'hui, il fait très chaud là où je suis et je vous propose pour aujourd'hui un débat caniculaire sous une température caniculaire. Plus sérieusement, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi quelqu'un d'assez brillant, Karim Achab. Karim est un professeur de linguistique, titulaire d'un doctorat en linguistique obtenu à l'Université d'Ottawa au Canada. Il réside au Canada depuis de très nombreuses années. Il va nous parler de son parcours tout à l'heure. On va se tutoyer Karim durant cette émission. Il est spécialiste en linguistique générale et en linguistique amazigh. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont un ouvrage sur la sémantique lexicale publié, excusez du peu, en Angleterre 2012. Il est diplômé de l'Université de la Sorbonne. Il est diplômé aussi de l'Institut national des langues et des civilisations orientales, le fameux et célèbre ENALCO de Paris. C'est un universitaire qui a un grand parcours. Nous n'allons pas parler que des lettres, ou de la langue, ou de l'identité, puisque Karim Achab, il a une particularité, c'est qu'il est un responsable aussi du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il a eu la gentillesse et l'amabilité d'accepter de débattre avec moi sur les questions relatives à l'identité kabyle, à la Kabylie, à l'actualité algérienne, au fonctionnement du MAC, etc. Un débat sans tabou, un face-à-face que nous avons. Nous commençons d'ailleurs, mes chers amis, à vous habituer à ces face-à-face. L'objectif, Karim, comme on l'a expliqué lors de nos derniers débats, avec d'autres personnalités qui ont des convictions aussi diverses et divergentes en ce qui concerne la Kabylie et l'Algérie, et de créer un espace de parole libre, de débat et de discussion, où on peut expliquer aux Algériens et aux Algériens que malgré l'opposition de nos visions, on doit quand même se parler, on peut se parler, et on essaiera à la fin, à chacun de nos téléspectatrices, téléspectateurs, la liberté, tout le loisir de se forger sa propre opinion. Karim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté encore une fois de débattre. Tout le plaisir est pour moi, Abdou. Merci beaucoup de cette invitation. Je tiens à saluer ton esprit démocratique, même si tu n'es pas d'accord avec la vision du MAC. Je salue cet esprit qui donne un espace de débat, un espace de discussion aux opposants avec qui tu n'es pas d'accord. Il faut souligner que c'est très rare et que la peur a gagné les esprits dans le monde journalistique, on va dire, algérien et kabyle, ce qui fait que tu es vraiment sorti du lot par rapport à ça. Je te remercie beaucoup, Karim. Karim, on va commencer d'abord par le domaine que tu maîtrises le plus. Allez, et comme il fait très chaud, on va essayer de commencer par le plus léger, parce qu'il est un peu rafraîchissant. Après, on va aller vers le corps du sujet. Avant de parler du MAC, du problème de la politique, etc., quand même, tu es un grand spécialiste de la linguistique, beaucoup, j'ai franchement demandé à plusieurs sources, plusieurs personnes, ils reconnaissent tous tes mérites académiques. Aujourd'hui, quelle est la situation de la langue amazigh, la langue berbère en Algérie? Elle a été reconnue langue nationale 2002, promue langue nationale et officielle 2016. Yennaïr est reconnue comme un jour officiel, journée fériée nationale et officielle. Est-ce que du côté des militants berbéristes, est-ce qu'on ne peut pas leur faire le reproche quand même de ne pas reconnaître qu'en Algérie, il y a eu quand même des avancées? Je l'ai dit dans un débat la dernière fois, quand je me rappelle que mon grand-père, moi, kabyle, nous disait à Alger, on ne pouvait pas parler kabyle à l'époque de Mohamedienne, qu'aujourd'hui, l'amazigh est une langue officielle nationale, il y a eu quand même des avancées. Pourquoi on n'en parle pas? Ou c'est des avancées qui sont mineures? C'est pas suffisant? Ce sont des avancées au niveau de l'ouverture du débat. C'est une avancée au niveau de la façon dont les tabous ont été cassés. C'est une aventure si on compare le fait d'inscrire la langue tamazigh officielle et nationale dans la Constitution, mais c'est pas ce qu'on appelle des avancées. Les avancées ne se mesurent pas seulement en termes comparatifs, parce que dans les années 70 il y avait ça, maintenant il y a ça. Les avancées, on peut aussi considérer que ce n'est pas vraiment une avancée lorsqu'on regarde en Kabylie même les enfants kabyles lorsqu'ils rentrent à l'école. Ils n'ont pas le droit d'étudier leur langue, ni d'étudier dans leur langue. Donc en première année, les enfants kabyles n'ont pas accès à l'enseignement de la langue kabyle. En deuxième année, c'est la même chose. En troisième année, c'est la même chose. Ce n'est qu'à partir de la quatrième année que les enfants kabyles en Kabylie étudient le kabyle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils étudient à la place en première année, deuxième année, troisième année? La langue arabe
et toutes les autres matières en arabe. Bon, ça veut dire qu'il y a un processus soutenu par l'État algérien qui consiste à arabiser les enfants kabyles. On appelle ça une ruse. Donc, lorsqu'on parle de constitution, de reconnaissance de la langue tamazight, entre guillemets, on parle bien de ruse parce que si on voulait absolument régler ce problème-là, on aurait commencé par introduire, généraliser, je ne parle pas de généraliser à l'échelle de toute l'Algérie, je parle seulement pour la Kabylie, généraliser l'enseignement de la langue kabyle à partir de la première année, ensuite la deuxième. Juste un autre point par rapport à la langue amazigh. La langue amazigh n'existe pas, il existe des langues amazigh. Donc la tamazight, la langue amazigh, c'est un terme générique qui est utilisé pour désigner l'ensemble des variantes, c'est-à-dire des langues amazigh parlées en Afrique du Nord. Alors justement, Karim, tu es linguiste et depuis le début de ton intervention, tu parles de langue kabyle. Alors que nous, on parle de tamazight ou de amazigh, de langue berbère. Parce qu'en Algérie, la Kabylie ou les Kabyles ne sont pas la composante unique de la berbérité. Voilà, on est d'accord. Ouais. Alors, pourquoi on ne parle pas de langue berbère? Il y a aussi les Touaregs, il y a les Chewi, il y a les Zénètes, de la langue les Mozabites, de Rardaya, Temimoun, etc. Les Zénètes de Temimoun, il y a des parlers à Tlemcen, à Blida, même, tout ça. Mais pourquoi on ne parle pas de langue amazigh, on parle de langue kabyle? Il y a un grand malaise, souvent, moi, on me l'a confié souvent, que quand on parle de berbérité ou d'amazérité, directement on pense à la Kabylie. Comme s'il y avait une domination de facto du combat kabyle ou de l'intellect kabyle sur le reste des composants de la berbérité. Or, la berbérité, c'est pas que la Kabylie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, il y a deux questions ou deux remarques dans tes propos, Abdou. Premièrement, tamazight, si par exemple on regarde comment dans la constitution algérienne ou marocaine, on paraphrasait cette reconnaissance, c'est normal qu'ils mettent langue tamazight ou amazigh parce qu'ils ne peuvent pas, dans la constitution algérienne, mettre les langues suivantes sont reconnues comme langue officielle. Le kabyle, on commence à faire la liste et on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Par contre, c'est plus pratique de dire la langue amazigh ou la langue tamazight est reconnue. Ça, c'est un terme générique. C'est normal, ça couvre tout. Mais ça reste que tamazight, c'est une famille de langues. Alors, c'est quoi la différence entre une langue et une famille de langues? Il se trouve qu'une communauté donnée qui parle une langue au début, c'était la langue amazigh il y a des milliers d'années, lorsqu'ils s'éparpillent sur un espace géographique, ils occupent des espaces géographiques distincts, et lorsqu'il y a rupture de communication entre ces communautés, ils commencent à développer des divergences, c'est-à-dire ces variantes-là commencent à se développer différemment. Et on arrive maintenant, si il y a une compréhension mutuelle entre ces communautés, on va parler de dialecte. Alors on est toujours dans la même langue. Mais dès lors qu'il n'y a plus intercompréhension entre ces variantes, à ce moment-là on parle de langues distinctes. Et c'est comme ça que les langues se sont développées. Donc aujourd'hui, lorsqu'un Touareg parle avec un Kabyle, voilà. Est-ce qu'il y a un fond commun? Est-ce qu'un Touareg et un Kabyle peuvent se comprendre? Est-ce qu'un Chaoui et un Kabyle peuvent se comprendre? Ils ne peuvent pas se comprendre. Alors, c'est relatif, parce que si tu prends un Chaoui, par exemple, à l'ouest des Aurès, proche de Vgaïf, par exemple, et tu prends quelqu'un à l'est de Vgaïf, il y a une proximité, donc ces gens-là vont se comprendre. Mais si tu prends quelqu'un à l'extrême est de l'Aurès, et l'extrême ouest de la Kabylie, ces gens-là vont pas se comprendre. Il n'y a pas de compréhension. On peut, avec la pratique, on peut détecter les règles. Hein. On va dire, ok, une dit chutch, à chaque fois qu'il veut dire chutch, donc je vais comprendre que ch pour eux, c'est ch. Alors on peut reconstituer ces sons-là et puis on peut arriver avec de la pratique, on peut arriver à une intercompréhension. Maintenant, les Aurès sont proches géographiquement de la Kabylie, ce qui n'est pas le cas des Touaregs. Alors même au sein des Touaregs, il y a déjà une variation par les Touaregs, parce qu'il n'y a pas seulement un seul. Ce qui fait que, oui, lorsqu'on parle à un Touareg, un Kabyle et un Touareg ne vont pas se comprendre immédiatement. Et il faut vraiment soit faire un travail d'analyse ou bien traduire. Ce que je dis est très intéressant, mais à la fois c'est effrayant quand même.
Est-ce que ça ne peut pas alimenter des arguments de certains arabistes ou arabophones extrémistes qui disent que la langue tamazight est une invention idéologique, il n'y a pas de langue, c'est un ensemble de langues, c'est un ensemble de dialectes qu'on veut ériger en langue. En réalité, ça n'existe pas. Est-ce que cet argument idéologique, il est faux, scientifiquement parlant, il est vrai? Non seulement il est faux, mais il n'a aucun sens. Parce que la seule façon de savoir si une langue existe ou n'existe pas, c'est d'aller sur un terrain géographique et écouter ce que les gens parlent. Et c'est ce que les Français ont fait. Lorsque les Français sont arrivés en Afrique du Nord, ils ont constaté une présence d'une communauté qui parle une autre langue, différente de la langue arabe populaire. On ne parle pas de la langue arabe classique. Et en Kabylie, on parle une autre langue qui est différente de l'arabe, donc il y a une communauté linguistique distincte. Et lorsqu'ils ont cherché à comprendre à quelle famille appartient cette langue, eh bien, ils ont compris que c'était une langue autochtone qu'on désignait par berbère. Les autochtones sont appelés berbères par les Grecs, par les Romains, par les Français lorsqu'ils sont arrivés. Donc, et puis ils ont commencé à constater des affinités entre d'autres langues qui ne sont pas des langues arabes populaires, et ils les ont toutes reliées à une seule famille qui est la famille berbère, la famille linguistique berbère. Et c'est à partir de là. Alors maintenant, si pour ces gens-là que tu viens juste d'évoquer, dire qu'il existe une langue, on dit que c'est une création. Alors si c'est ça la définition d'une création, alors oui, c'est une création. Mais on peut appliquer le même concept sur l'arabe. L'arabe de l'Algérie ou du Maghreb ou des Moyen-Orient ou de l'Égypte est pas tout le même. Mais c'est des langues. Ouais, mais c'est des langues. C'est des langues. Le maltais est une langue que les spécialistes définissent comme arabo-berbère. C'est exactement comme l'arabe populaire en Algérie, en Libye, au Maroc, dans ces pays-là. Sauf que le maltais est une langue officielle. Ils n'ont pas une idéologie derrière pour imposer la langue, l'arabe standard comme langue, la langue du Coran, parce que c'est des chrétiens, donc ils ne sont pas préoccupés par cette idéologie, et ils ont ciblé les faits, et les faits c'est qu'ils ont développé leur langue, alors qu'en Algérie, au Maroc, en Afrique du Nord, on n'a pas développé ces langues-là, on les a dénigrées, ils sont frappés de déni. La preuve, tu viens de dire qu'il y en a qui disent que ces langues n'existent pas, c'est une invention, donc on appelle ça le déni, et le déni c'est une entité psychologique, idéologique, qui existe. Il y a quand même des avancées majeures, langue nationale, langue officielle, il y a une académie berbère qui existe, il y a des radios langues, il y a des radios somanes, il y a une télévision, etc. Est-ce que ce ne serait pas aussi du déni karim de dire que l'Algérie n'a pas fait un travail important sur elle-même en acceptant que l'identité amazigh et berbère prenne toute sa place dans le récit national? Il y a eu des efforts quand même. Il y a eu des efforts à l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, il y a eu ces avancées-là. Et je ne pense pas qu'ils étaient malhonnêtes. Je pense qu'ils étaient sincères à cette époque-là. Ils voulaient absolument aborder, pas régler immédiatement la question, mais l'aborder. Ces avancées-là sont remises en question par le régime Tebboune qui nous présente une nouvelle Algérie. Et cette nouvelle Algérie est basée sur un projet qui est sorti en 2019 qu'on appelle Zéro Kabyle. Donc aujourd'hui, les tenants du pouvoir essayent de remettre en cause, mais de façon peut-être plus discrète, ces avancées-là. Et d'ailleurs, on le voit dans l'expression, ils ont interdit le drapeau berbère, on ne parle pas du drapeau kabyle, alors que le drapeau berbère était, ou le drapeau amazigh, avait droit d'exister dans les rues partout, partout en Algérie, pas seulement en Kabylie. On parlera du régime Tebboune dans un petit instant. Je voudrais terminer cette parenthèse culturelle et linguistique qui est importante. Hein. Oui. Donc il y a des avancées, etc. Maintenant, quelles sont les insuffisances? Alors moi, en tant que linguiste, j'aimerais te poser une question sur une loi qui existe, qui m'intrigue, la loi de numéro 9105 du 16 janvier 1991, qui impose la généralisation de l'utilisation de la langue arabe. Elle impose l'arabe comme la seule langue de toute l'administration, la justice, l'éducation, les entreprises, les médias et même les documents commerciaux. Normalement, le tamazight est une langue officielle. Normalement, elle est aussi dans les documents officiels. Normalement, sous toutes les... Il y a des efforts, il y a des administrations qui ont commencé à le faire, etc. Mais on n'a pas encore un conseil des ministres avec la langue tamazight, etc. Et le problème de l'alphabet, c'est que beaucoup disent que le tamazight n'arrive pas à rattraper le retard sur la langue arabe ou à égaler au niveau de l'utilisation officielle de la langue arabe à cause du problème de l'alphabet. Alors, il y en a qui veulent l'alphabet latin, il
Il y en a qui veulent l'alphabet, l'ancien alphabet. Est-ce que c'est vraiment un alphabet qui peut correspondre? Il y en a qui parlent du tamashek. On en est où sur cette question? Alors, encore une fois, il y a deux sujets dans cette question. Le premier, c'est la généralisation de la langue arabe. Ça veut dire que cette loi exclut de fait les langues amazighes, malgré sa reconnaissance dans la Constitution. Ce qui nous amène à dire que l'Algérie a en fait reconnu un slogan. Elle a pris un slogan amazigh, langue officielle et nationale, ils nous ont mis le slogan dans la Constitution. Rien n'a changé. Maintenant, ils ont dit dans la Constitution que les modalités de cette reconnaissance vont être analysées ou concrétisées à l'aide d'une loi à venir. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. On n'a pas vu 10 ans, il n'y a pas eu cette loi, alors qu'ils se sont empressés de généraliser, de décréter la loi sur l'arabisation et la généralisation de la langue arabe. Donc ça veut dire que sur la base de cette loi, aujourd'hui, dans un groupe, on n'a pas le droit d'utiliser le kabyle. Si tu fais un communiqué en tant qu'association, tu n'as pas le droit d'utiliser le kabyle ou n'importe quelle autre langue amazigh, parce que cette loi-là donne la légitimité au régime algérien donc d'arrêter ou d'emprisonner ces gens, puisqu'ils violent la loi et ils n'utilisent pas la langue arabe, qui est la seule reconnue selon cette loi. Quand tu parles de langue kabyle, qu'est-ce que c'est que la langue kabyle? Tu peux nous définir? Est-ce qu'il y a vraiment une langue kabyle? Oui. Scientifiquement parlant, qu'est-ce que c'est que la langue kabyle? Okay. Qu'est-ce qui la différencie des autres variantes du tamil? C'est une variante ou c'est une langue à part entière? J'ai expliqué tout à l'heure, premièrement, une langue, tu as demandé la définition d'une langue. Une langue, c'est un outil de communication linguistique verbale d'un groupe linguistique, un groupe social ou un groupe linguistique. Donc, dès lors qu'on constate qu'il y a un groupe qui parle une autre langue, une langue distincte, on va identifier ça comme une langue. Même si elle est orale, même s'il n'y a pas d'alphabet. Même s'il n'y a pas d'alphabet. Même si elle est orale, les langues sont d'abord orales avant qu'elles deviennent écrites. Donc ensuite, on va voir si cette langue a des affinités avec d'autres langues sur le même espace ou espace géographique à proximité. Et si on constate que oui, il y a des affinités, à ce moment-là, on va dire c'est deux variantes de la même langue. Maintenant, si ces affinités permettent une intercompréhension entre les deux, on va dire on a affaire à la même langue, mais lorsqu'il n'y a pas intercompréhension entre les deux, à ce moment-là, on a affaire à deux langues distinctes, mais qui appartiennent à la même langue mère. Mais l'alphabet, c'est pas ça qui empêche une langue de se développer, et c'est pas ça. Elle va aider une langue à se développer, bien entendu, mais elle ne va pas l'empêcher non plus. Son absence ne l'empêche pas. La preuve, c'est que le kabyle, les langues berbères, les langues amazighes n'étaient pas écrites et ils ont survécu. Maintenant, ils n'étaient pas écrites, mais ils ont quand même survécu. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer comme ça. C'est pour cela que les berbérisants, les amarisants, les amazirisants et les militants linguistiques amazigh ont développé cet écrit, surtout à partir de l'Académie berbère des années 70, en immigration d'ailleurs ici. Maintenant, tu disais tout à l'heure qu'il existe une Académie berbère en Algérie, il n'existe pas d'Académie berbère. Il existe un haut commissariat à la maison. Voilà, un commissariat. Dont le mandat a expiré depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, on le maintient. Il y avait un projet de créer un institut linguistique, et ça n'a pas été fait. Donc, c'est le statu quo, c'est-à-dire que on va dire qu'il existe un commissariat, une institution linguistique. Qui est placée sous l'égide de la présidence. Sous l'égide de la présidence, mais encore une fois, dont le mandat a expiré depuis très longtemps, mais qu'on a maintenu juste pour qu'elle soit utilisée comme une vitrine pour dire que nous avons une institution qui prend en charge la langue amazigh, alors que ce n'est pas le cas, ou les langues amazighes, alors que ce n'est pas le cas. Pour la question de l'alphabet, il y en a même qui proposent l'alphabet arabe. Il y en a même qui disent on fait comme le persan, on utilise des lettres arabes, alors que les Turcs, par exemple, on fait l'alphabet latin, etc. Qu'est-ce qui est bon pour la langue amazigh ou kabyle? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut, quel type d'alphabet? Parce qu'on a besoin d'un alphabet, on a besoin d'une écriture pour utiliser une langue officielle. Une langue officielle. Je crois, est-ce qu'il y a des langues orales qui sont officielles dans le monde? Je crois que ça n'existe pas. Non, une langue officielle, il faut qu'elle soit écrite. Voilà. Ouais.
Comment on fait avec le tamazight? Alors, avec Tamazight, si je réponds à la question sur l'alphabet, alors il y a un linguiste qui s'appelle André Martinet, très connu, fondateur d'une école de pensée linguistique qui s'appelle le fonctionnalisme, un linguiste français, André Martinet, qui est mort à peu près il y a 25 ans. Il a dit qu'une langue appartient à une communauté donnée. Donc, le kabyle, c'est une langue qui appartient à la communauté kabyle, que le régime algérien ne veuille ou pas. Maintenant, c'est à cette communauté de décider quel support utiliser. Est-ce que c'est les caractères arabes, est-ce que c'est les caractères latins ou est-ce que c'est les caractères tifinagh. Il se trouve que cette communauté a tranché à travers ses linguistes et ses militants. Nous avons depuis très longtemps opté pour les caractères latins pour des questions pratiques. Et sur le plan symbolique, bien sûr, le tifinagh prenne le dessus. Maintenant, est-ce que plus tard, il y aura une génération qui va vouloir se réapproprier les tifinagh et développer le tifinagh? Oui, c'est une possibilité, mais il faut le faire avec un programme ou un ensemble de programmes. Pour l'instant, ce qui a été standardisé, c'est vraiment les caractères latins. On écrit en latin depuis pratiquement la colonisation. Mouloud Mabri, dans les années 70, a reformuler certains signes, comme avec les signes diacritiques, c'est-à-dire un point en dessous au lieu de mettre un tiret. C'est le père spirituel de la pensée qu'il faut utiliser la langue, le caractère latin pour la langue amazigh. Oui, on peut schématiser comme ça. Oui, les gens comprennent. C'est-à-dire, dans les années 70, c'est Mouloud Mabri qui enseignait, pas officiellement, mais officieusement, parce que l'enseignement de la langue kabyle à la faculté d'Alger était toléré, même si il n'était pas officiellement dans le curriculum. Et à partir de là, à partir de ces publications, il y avait aussi les pères blancs qui avaient utilisé les caractères latins. Avant les pères blancs, il y avait Boulifa, qui est vraiment le père fondateur, on va dire, de ce système de transcription. Donc, c'est depuis 1870 qu'on a commencé à écrire en caractère latin. Alors on ne va pas aujourd'hui, pour faire plaisir à des islamistes ou à des arabisants ou à des panarabistes ou au régime Tebboune, opter pour les caractères arabes. Ça ne sera jamais accepté. Alors, ça c'est un débat, on va voir, parce que moi j'ai parlé avec d'autres linguistes ou d'autres observateurs avertis de la sexualité. Non, il vaut mieux utiliser le caractère arabe pour être en face avec la société, etc. Et c'est un débat. On ne va pas parler que de cela. Un jour, on consacrera une émission à part entière. Et je note que pour toi, il y a une différence entre langue amazigh et kabyle. Pour toi, la langue kabyle est une langue à part entière qui se distingue et qui sort du lot par rapport aux autres langues amazigh. Clairement. C'est-à-dire la langue kabyle, tu la différencies du chaoui, du zénet, du tamashek, etc. Tu parles de langue kabyle. Elles sont toutes langues, elles ont toutes le statut de langue à part égale. Elles sont toutes à mettre au même niveau. Il n'y a pas une langue supérieure à une autre. Oui, mais je vois le chaoui est une langue berbère, le kabyle est une langue berbère, le touareg est une langue berbère, le mozabite tamzabt est une langue comme berbère. le français et l'espagnol sont des langues latines, etc. Comme le français et l'espagnol. Si on veut vraiment prendre des exemples, ce serait surtout la Scandinavie. On a une communauté, il y a même parfois une intercompréhension entre le danois, le suédois et le norvégien. Et pourtant, le norvégien est une langue, le danois est une langue et le suédois est une langue. Donc personne ne viendra aujourd'hui remettre en question le statut de langue de ces différentes langues. Alors, est-ce que c'est fait juste parce qu'ils ont des États? Non. C'est des langues parce qu'ils ont atteint un niveau de divergence qui compromet l'intercompréhension immédiate entre le norvégien, le danois et le suédois. Un autre exemple, ce sont les pays baltes. On a l'estonien, le lituanien et le finlandais. C'est une famille de langues qu'on appelle finno-ougrienne, à laquelle on peut rattacher le hongrois d'ailleurs, que j'ai étudié il y a des années. Donc aujourd'hui, la langue officielle de la Lituanie, c'est le lituanien, l'estonien, c'est l'estonien, et le finlandais en Finlande, c'est le finnois ou le finlandais. Alors, ces langues-là appartiennent à la famille finno-ougrienne.
Mais personne ne viendra ne pourra remettre en cause le statut de langue de ces langues-là. Et c'est la même chose pour les langues amazighes au pluriel en Afrique du Nord. Très intéressant. Il y a aussi la côté politique, clairement, ce qui nous a permis d'aller vers le côté politique, deuxième partie de ce débat. Clairement, on sent une vision politique que tu défends quand même. C'est que pour toi, la Kabylie est différente du reste de l'Algérie. Elle est différente, elle doit s'émanciper du reste de l'Algérie. Il y a clairement un projet indépendantiste ou séparatiste, on en parlera maintenant. Je rappelle, donc Karim est aussi attaché responsable des relations internationales au sein du MAC. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment un linguiste universitaire brillant peut être convaincu aujourd'hui que la Kabylie n'a pas de place en Algérie? Comment est-ce possible? Comment dans le monde d'aujourd'hui, le monde globalisé, dans le monde de la mondialisation, et notamment avec l'histoire particulière de l'Algérie, la Kabylie a joué un rôle important quand même, le congrès de la Soumane, les différents mouvements de résistance contre la colonisation, le rôle important de la Kabylie dans la guerre d'indépendance, etc., la place économique et géostratégique de la Kabylie au sein de l'Algérie. Comment, quand on est un intellectuel, comment tu es arrivé à avoir la conviction qu'on ne peut pas, que je suis kabyle et pas algérien? Ça c'est facile à expliquer. Ce qui serait difficile à expliquer, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en tant que linguiste, tu assistes à un linguicide, c'est-à-dire la mort d'une langue, et tu cautionnes et tu continues dans ce statu quo. Ça veut dire c'est non-assistance à une langue en danger. Et c'est ça. Tu es en train de mourir à la mesure où le kabyle est en train de mourir? Le régime algérien est en train de tuer les langues amazighes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on empêche les enfants d'étudier leur langue maternelle la première année, la deuxième année, la troisième année, et tu leur imposes la langue arabe la première année, la deuxième année, la troisième année, et quand ils arrivent à la quatrième année, tu les laisses étudier la langue arabe, mais seulement à raison de 3 heures par semaine, alors oui, tu es en train de tuer. Quand tu diffuses des chaînes de télévision, radiophoniques, des journaux seulement dans une langue, tu favorises une langue. Le rôle de l'État, ce n'est pas de favoriser une langue au détriment d'une autre. Le rôle principal de l'État devrait être la justice et l'équité, c'est-à-dire ne pas favoriser une langue au détriment d'une autre, mais leur donner les moyens d'expression dans leur espace géographique donné. Donc oui, l'État algérien, le régime algérien est en train de tuer cette langue. Et en tant que linguiste, on a la responsabilité, parce qu'il y a cette conscience qui vient avec les connaissances linguistiques, donc on a le devoir de défendre cette langue-là. Maintenant, le saut vers le MAC, il y a plusieurs raisons. Si on se tient seulement au volet linguistique, eh bien, le régime algérien n'a pas l'intention de changer sa politique qui est linguicide. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument arracher cette région à l'État algérien. Il faut qu'elle s'auto-administre, il faut que la langue kabyle devienne langue officielle en Kabylie. Ça, c'est le volet linguistique. Maintenant, si tu veux, on peut parler du volet politique. Justement, juste avant de parler du volet politique, est-ce qu'il n'y a pas d'exagération de ta part? Quand je vois la chanson kabyle, comment elle prospère, les Itmengulet, les nouvelles générations de chanteurs kabyles, les Alawa, etc. Quand on voit, tu me dis qu'il y a des radios en berbère, il y a des JT en berbère, etc. Et nous, ce sont ces symptômes de la mort d'une langue, de la mort d'une culture, d'une identité dont tu parles. Quand tu parles de la chanson kabyle, même dans les années 70, il y avait la chanson kabyle. Mais est-ce que... Beaucoup moins audible que maintenant, quand même. Beaucoup moins écouté, beaucoup moins populaire. Je dirais même que la qualité à l'époque était meilleure que celle d'aujourd'hui, que l'accès à la chanson était meilleur que celui d'aujourd'hui, parce que dans les années 70, comme moyen de divertissement, il y avait juste la chanson, alors qu'aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, un élève qui va sortir de l'école secondaire, il est capable d'écrire sur les réseaux sociaux en arabe, mais il n'est pas capable d'écrire en kabyle. J'ai parlé avec des jeunes issus de générations qui ont suivi des cours de langue kabyle. Ces cours-là, troisième année, 3 heures par semaine à la 4e année, ne leur donnent pas la compétence d'écrire cette langue dans les réseaux sociaux, par exemple.
Alors, l'alphabet aussi. il y a l'alphabet, il y a l'alphabet Oui, latin, c'est pas l'alphabet naturel de cette langue. Il n'y a pas d'alphabet naturel, il n'y a aucun alphabet naturel. Ce que tu considères comme l'alphabet arabe, c'est un alphabet phénicien. Voilà. Donc, C'est l'alphabet historique. Oui. Donc il n'y a pas. Ce qui est important pour une langue, c'est le côté pratique. Ce n'est pas le côté idéologique ou symbolique, parce que idéologique pour les panarabistes et les islamistes, ce serait la langue arabe, et symbolique pour les berbéristes, ce serait le tifinagh. Nous, on a opté ni pour le tifinagh, ni pour les caractères arabes. On a opté pour ce qui est mieux pour la langue kabyle, ou les langues amazighes de façon générale, c'est les caractères latins. Donc pour toi, il y a une véritable persécution culturelle et linguistique encore pour la Kabylie. Il n'y a aucun doute, parce que tu m'as posé la question aussi sur qu'est-ce qui distingue la Kabylie du reste de l'Algérie, est-ce qu'il existe? Bien sûr, il existe. C'est le déni. Ce qui pose problème, ce n'est pas le fait de reconnaître la réalité de cet espace nord-africain. Si on avait reconnu, si on avait opté pour la démocratie, aujourd'hui, la mentalité même de l'ensemble des Algériens, même de l'Afrique du Nord, vivrait aujourd'hui, elle vivrait en symbiose avec, il y aurait une symbiose entre les arabophones et les berbérophones, mais on n'a pas, le régime algérien, les régimes nord-africains de façon générale n'ont pas opté pour cette voie-là. Ils avaient décidé, le nationalisme arabe a fait que ils ont décidé d'imposer la langue arabe, le berbère ou les kabyles représentent un danger, un problème, d'ailleurs ils le disent ouvertement. Le projet Zéro Kabyle, c'est pas quelque chose que les kabyles ont inventé, c'est quelque chose qui est confirmé maintenant. Oui, mais c'était pas il faut nuancer, désolé quand même nuancer tes propos, le projet Zéro Kabyle a été porté par un lobby au sein du régime algérien. D'ailleurs, c'est un lobby sécuritaire qui d'ailleurs dont l'existence n'a pas été réellement démontrée avec exactitude, et ça a été une manipulation initiée pour casser le Hirak, justement parce que le Hirak était porté par la Kabylie, parce que le régime algérien craignait que le Hirak continue à l'ébranler depuis son cœur battant qui est la Kabylie. Mais est-ce que le régime algérien est raciste, xénophobe? Est-ce qu'il y a un apartheid en Algérie? Non. Est-ce qu'il y a, je pose la question, de mon point de vue, non, c'est un débat, hein. Est-ce qu'il y a une discrimination raciale? Il y a des Kabyles qui ont occupé des postes de responsabilité importants. On a eu l'un des patrons les plus importants du service secret algérien, Mohamed Jabbar, est Kabyle. L'ancien patron de la gendarmerie algérienne, Ali Ouelhaj, est un Kabyle. On a eu bien sûr Yahya, le général Toufir lui-même, il a des origines kabyles, etc. Donc est-ce que c'est pas vraiment, on n'est pas dans l'excès quand on dit qu'il y a un problème de persécution culturelle, identitaire, etc. Nous ne sommes pas dans l'excès, nous sommes plutôt dans la différence de grille d'évaluation. Ta grille d'évaluation et la mienne ne sont pas les mêmes. Maintenant, si ta grille d'évaluation te permet de dire que parce qu'il n'y a pas d'apartheid, parce qu'on n'a pas fait ceci, parce que l'armée algérienne n'a pas encore largué des bombes en Kabylie, mais c'est pas ça qui va juger un État. Si tu me dis ce qui va juger un État, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui cause du tort à une communauté, à sa langue, à sa culture et au développement de tous ces aspects-là. Et lorsqu'on va évaluer le tort que le régime algérien cause, les résultats sont là. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils larguent des bombes ou qu'ils instaurent un apartheid comme celui de l'Afrique du Sud. Donc ce que tu vois, c'est pas un excès de ma part, mais c'est plutôt une différence de grille d'évaluation qu'on utilise. Maintenant, tu as parlé de... c'est quoi déjà le deuxième point que tu as soulevé? Une persécution identitaire et linguistique, oui, etc. Pour justifier la nécessité d'une séparation de la Kabylie de l'Algérie. C'est ça. Est-ce qu'il y a autant d'injustices? Finalement, est-ce que toutes les injustices que subissent toutes les autres régions du pays, elles sont partagées? Toutes les autres régions du pays vivent dans la même injustice. Justement. Alors le point que je voulais retrouver tout à l'heure, c'est lorsque tu disais on a parlé de la persécution, mais lorsque tu dis Zéro Kabyle, c'est pas le régime algérien, c'est un lobby, un clan bien précis à l'intérieur. Les juges, lorsqu'ils décident, ils reprochent quelque chose à un État, y compris la justice française, lorsqu'elle reproche quelque chose à l'État français, l'administration, le tribunal administratif qui doit en savoir quelque chose puisque tu l'as utilisé.
ils vont pas s'intéresser, ils vont pas essayer de voir est-ce que c'est l'État français, ok, c'est juste un ministère, c'est juste une section, c'est juste une personne. Ça représente l'État français. C'est la même chose pour l'Algérie. Un lobby ou un système sécuritaire ou peu importe quelle composante de l'État algérien utilise le projet Zéro Kabyle, la responsabilité incombe au régime algérien, à l'État algérien en entier. Maintenant, j'ai répondu à est-ce que c'est annexé sur la base en termes de différence de grille d'évaluation. Mais tu reviens quand même, est-ce que la Kabylie est vraiment distincte de l'Algérie? Mais oui, elle est distincte de l'Algérie. La Kabylie, c'est une communauté qui a sa langue qui est différente de celle des arabophones, par exemple, et même des autres amazigophones. Elle a une histoire que le reste de l'Algérie ne partage pas. Elle a des institutions que le reste de l'Algérie ne partage pas. Elle a une exemple concret. L'histoire, la lutte contre la colonisation, elle a partagé. Les institutions, Tajmat, etc., c'est une spécificité de la Kabylie. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, il y a une spécificité. C'est ce que je dis. Donc, lorsque tu constates qu'il y a une communauté qui a ses propres traditions culturelles, qui a sa propre langue, qui a sa propre histoire, qui a ses propres institutions, on dit que ça forme un peuple. Et un peuple a le droit de s'auto-gouverner, d'où les conventions internationales ratifiées des Nations Unies, ratifiées par l'Algérie, qui est celle de l'autodétermination. C'est-à-dire c'est à ce peuple-là de choisir ses gouverneurs et son mode de gouvernance, et non pas un État central qui est considéré comme un colon ou un colonisateur. Alors pour nous, l'Algérie, c'est un pouvoir colonial en fait. Alors, c'est très intéressant ce point de vue. Partons de est-ce qu'au nom de la spécificité culturelle ou identitaire ou sociale, on doit revendiquer une quelconque indépendance? Dans ce cas-là, la Suisse ne devrait pas exister, puisqu'il y a des Suisses italiens, des Suisses allemands, etc. La Belgique ne devrait pas exister, puisqu'il y a des Belges flamands, des Belges francophones. En France, il y a aussi des spécificités. Les Corses ont leurs propres spécificités, les Bretons, les Vendéens, les Alsaciens. Aux États-Unis, tu viens du Canada. Récemment, il y a une actualité au Canada. Il y a une région, une province qui s'appelle l'Alberta, qui a voulu faire un référendum. Le Québec, il y a eu un long débat. Est-ce qu'on est indépendant ou pas? Mais ces pays-là existent. Est-ce que c'est pas un piège de dire, parce que je suis différent culturellement, ou ethniquement, ou socialement, je ne peux pas habiter dans le même pays que les autres? Est-ce que ça, c'est pas dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on n'a pas plus de points en commun, nous les Algériens avec comme les Kabyles, avec l'ensemble des Algériens et des Algériens, que de points de divergence? Dans ce cas-là, le monde ne sera peut-être pas morcelé, on aura des milliers de micro-États. Est-ce que ce n'est pas un piège? La spécificité n'est-elle pas un piège? Alors, sans te rendre compte, il y a eu un contresens parce que tu as donné l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est une confédération qui reconnaît plusieurs langues officielles, absolument, 4. Donc, tu as la Suisse francophone, la Suisse italophone, la Suisse germanophone. Donc, la Suisse, c'est un ensemble de quatre États en réalité, et ils ont des gouvernements. Le Canada, c'est la même chose. Jusqu'à présent, le Canada, c'est un État, c'est un seul pays, mais il y a c'est des provinces, c'est comme aux États-Unis, il y a des gouvernements, il y a des parlements provinciaux. C'est ce que le MAC a demandé depuis 2001 jusqu'à 2016. Le MAC, lorsqu'il était créé, les initiales, c'était le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. L'autonomie de la Kabylie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir un palier gouvernemental régional, c'est-à-dire avoir un gouvernement qui va décider pour la Kabylie, mais il est sous l'autorité du gouvernement algérien fédéral. Et on sait la réponse de l'Algérie par rapport à ça. La même chose pour le Parlement. On doit avoir un Parlement régional kabyle qui va décider des lois que nous allons appliquer en Kabylie sur la base de son histoire, de ses traditions, de sa culture et de sa langue. Ce n'est pas, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation devrait être sous l'égide du gouvernement régional kabyle. Voilà, ça c'est un projet qui aurait été beaucoup plus rationnel. Nous l'avons porté, le MAC c'était... Alors pourquoi aller vers la dérive? Pourquoi aller vers une option un peu radicale qui, de mon point de vue, me semble être dérive? Je vais te répondre. Prendre la direction radicale, c'est pas le MAC.
la direction radicale, c'est la réponse du régime algérien qui a demandé l'extradition du président et du fondateur du MAC, M. Farhat Mahni. Avant quelle année le MAC a demandé l'indépendance? Parce qu'on peut, je peux avoir la date précise. C'était avant l'indépendance. Non, le MAC, quand il a demandé... C'était l'autonomie. L'autonomie. À partir de quelle année il est devenu un mouvement indépendantiste? 2016. 2016. Oui. 2016, Karim, pardonne-moi de te rappeler, il n'y avait pas la grande répression qu'on connaît aujourd'hui. En 2016, il n'y avait pas l'article 87 bis. Le MAC n'était pas considéré comme un mouvement terroriste par le régime de Bouteflika. Les militants du MAC ne partaient pas en prison. C'était dans tous les cas, dans les plus graves des cas, c'était garde à vue. Il y avait des marches du MAC à Tizi Ouzou, à Bjaïa, je suis bien d'accord. Et malgré ça, donc, la tentation séparatiste a commencé bien avant la répression, la persécution du régime. Et alors? Et donc, est-ce qu'elle n'a pas été justifiée? Le MAC n'a pas attendu que le régime Tebboune soit instauré avec ses pratiques liberticides et avec sa politique de persécution pour demander l'indépendance. Donc ça a précédé la répression. Pourquoi en 2016 pourquoi en 2016 justement? Il n'y a pas eu de répression particulière. Donc, selon cette logique, aujourd'hui, le gouvernement algérien peut aller exterminer tous les Kabyles, et on va dire c'est justifié parce que le MAC a demandé l'indépendance? Mais je veux non. C'est ce que tu viens de dire, puisque si ça justifie, si la réaction si les demandes du MAC justifient la répression, alors à ce moment-là, pourquoi il sera où la limite? Pourquoi est-ce qu'on dirait... Ah non, je n'ai pas dit que demande du MAC justifie la répression. Je dis que non, la question très claire, que l'option de l'indépendantiste a été choisie par le MAC dans un moment où il n'y avait pas de répression. Oui. Parce que tu as commencé par ton argumentaire pour dire, voilà, c'est bon, on a essayé de défendre, on a défendu l'autonomie, on a essayé, on ne nous a pas écoutés, on nous a réprimés, etc. Mais en 2016, il n'y avait pas de répression particulière. En tout cas, il n'y avait pas de répression violente. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi l'indépendance à ce moment-là? Ok, je vais essayer de rétablir les choses. Ouais. Le MAC a été créé en 2001 lorsque les gendarmes algériens ont tiré à balles réelles et explosives. Le printemps noir de Kabylie. Voilà, sur des jeunes en tuant 128 jeunes Kabyles en 2001. Donc, pour rappel, c'était des balles explosives, ça veut dire faites pour tuer, pas pour éloigner un danger. Et la plupart, on a des photos, on a des vidéos, la plupart étaient tués de dos. C'est-à-dire que les manifestants étaient en train de fuir. Alors, on n'était pas en guerre, donc il ne fallait pas tirer sur des jeunes qui fuient. À partir du moment où le danger est écarté, puisqu'ils sont en train de fuir, pourquoi leur tirer dessus? Donc on voit là une volonté, ces deux éléments, les balles explosives et tuer de dos, montrent qu'il y avait une volonté de tuer. Ensuite, il y a eu les revendications portées par la plateforme de l'Aqsa, qui a abouti à un cul-de-sac. L'État algérien a joué de la ruse au point de annihiler ou annuler complètement cette plateforme de l'Aqsa. Il n'y a pas eu de suite. À l'époque, on avait ouvert une commission Issaad aussi, c'était juste pour gagner du temps. Elle a juste remis le premier rapport et il n'y a pas eu, c'était prévu qu'il y ait un deuxième rapport et il n'y a pas eu de suite. Personne n'a été condamné, même si on a identifié la responsabilité. La responsabilité, c'est des gendarmes, c'est le ministère de la Défense. Donc il n'y a pas eu, il y a peut-être un gendarme qui a fait de la prison ensuite pour être libéré après. Ça ne rend pas justice à la Kabylie qui a vu sacrifier 128 de ces jeunes. Donc maintenant, l'autonomie, la réaction de l'État algérien, c'était de demander l'extradition, la condamnation et l'extradition de son fondateur. À partir du moment où l'Algérie a fermé la porte à l'autonomie, c'est quoi la différence entre l'autonomie et l'indépendance? La différence principale, c'est que l'autonomie, c'est une question interne. C'est-à-dire, c'est une question que tu vas négocier avec l'État en question, l'État algérien. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, il n'y a pas de droit d'ingérence. Mais pour que, à partir du moment où l'État refuse de dialoguer avec les responsables de ce mouvement-là, il est condamné soit à disparaître, soit à évoluer. Alors il a évolué en mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Pourquoi? Pour faire de cette question interne une question internationale. Lorsque tu revendiques l'indépendance,
tu vas parler aux États du monde, tu vas parler aux Nations Unies, tu vas parler aux instances internationales, et non pas au régime algérien. Si le régime algérien avait voulu contenir la question kabyle ou le MAC, à ce moment-là, il aurait dû accepter le débat sous forme d'autonomie de la Kabylie, et à ce moment-là, on n'aurait pas débordé vers l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire qu'on veut parler à des instances internationales et non pas au régime algérien. Donc c'est pas le MAC qui a débordé. C'est pas le MAC qui a dérivé, qui a été dans une radicalité. À l'époque, je me souviens, mais c'était à Alger quand même, je dirais bien, il y avait des tribunes publiées dans l'Ouatan, etc., qui parlaient de la spécificité culturelle de la Kabylie. Personne n'était arrêté. Honnêtement, il faut dire la vérité, personne. Et après, 2019, alors là, une autre question, quand même, est-ce que tu ne penses pas vraiment, sincèrement, que le régime Tebboune nous a rendu service? Pourquoi? Je dis pourquoi. Oui. Est-ce que l'audience du MAC n'a pas été démultipliée et renforcée depuis que l'article 87 bis, son classement contre un mouvement terroriste, etc., et toute la focalisation médiatique, etc. On n'a jamais autant parlé de vous, on ne vous a jamais autant mis en lumière, on ne vous a jamais autant réprimé, persécuté. Est-ce qu'il n'y a pas un effet boomerang? Est-ce que ça ne vous a pas profité finalement? Honnêtement, ça nous a profité parce que ce sont des maladresses commises par l'État algérien qui ne sait pas comment gérer cette question-là. Et nous ne sommes pas les conseillers du régime algérien. On ne va pas leur dire attention, ne faites pas ça parce que ça va rendre service au MAC. Nous, à partir du moment où il y a une action, il y aura une réaction de notre part. Ce sont ces réactions-là de notre part qui donnent l'impression que le régime algérien nous a aidés. Ce que toi tu appelles, tu qualifies d'aide de la part de l'État algérien, en fait ce sont les réponses adéquates du MAC aux maladresses du régime algérien. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer ici, c'est vraiment le régime algérien. Tu es d'accord qu'il n'avait pas la même audience? À l'époque de Bouteflika, on n'avait pas la même audience. Mais c'est normal. On n'avait pas la même notoriété. Mais c'est normal. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Mais même on n'avait pas la prétention d'avoir cette notoriété à l'époque, lorsqu'on était le MAC pour l'autonomie de la Kabylie. On n'avait pas la prétention d'aller parler aux États-Unis, au Canada, à Israël, à la France, aux Nations Unies. On n'avait pas. Mais c'est le régime algérien qui a fermé la porte à l'autonomie. Donc tout ce qui est venu après, c'était une évolution naturelle, c'est-à-dire qu'on est passé à autre chose, on devait. Mais de 2016 à 2019, au moment de l'adoption de l'option indépendante par le MAC est resté largement moins influent, moins connu. Est-ce qu'on peut faire ce constat? C'est que depuis la T87 bis et l'acharnement du régime Tebboune, c'est comme si le MAC s'est nourri quelque part. C'est pas un reproche, c'est un diagnostic, un constat. C'est comme si vous avez prospéré sur cette répression menée par le régime Tebboune. Oui, mais on ne va pas se gêner. Tu penses que... Mais bien sûr, tout à fait. On ne va pas se gêner. Du moment que les arrestations ont commencé sur la base d'arguments fallacieux, associations terroristes, etc., pour nous, oui, on doit sortir dans la rue, on doit alerter les médias internationaux, on doit alerter les instances internationales, les organisations des droits humains, et c'est ça qui a fait que, c'est ça qu'on appelle le MAC a prospéré. Mais aussi, il y a eu plus d'adhésion au MAC depuis 2021, lorsque le régime algérien a brûlé la Kabylie. Tous les Kabyles savent que c'est le régime algérien qui l'a fait. C'est vrai ça. Est-ce qu'on a eu plus d'adhésion? Il y a eu plus d'adhésion. C'est pas du frontal, il n'y a pas des chiffres. Oui, moi on n'a jamais de chiffres sur vos adhérents, on n'a jamais de transparence. On a transparence au niveau des chiffres, au niveau de vos adhérents, au niveau de votre fonctionnement. Il y a aussi des anciens du MAC qui ont quitté le MAC. Oui, juste finir la partie, après on va revenir à ça. Moi j'ai discuté avec des militantes et des militants pour leur dire qu'est-ce qui a motivé votre adhésion au MAC, parce qu'elle est récente, et il y en a beaucoup qui me disent c'est les feux de Kabylie en 2001. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun doute que c'était le régime algérien qui a fait ça. D'autres, c'était en 2019, lorsque les associations kabyles dans la diaspora pour répondre à la question de la Covid, se sont mobilisés pour collecter comme des bombes à oxygène, des masques, des médicaments pour les envoyer en Kabylie. Et puis Alger a saisi les convois qui ont déjà été envoyés
Ils ont bloqué d'autres qui n'ont pas été envoyés. Toi-même, tu as fait un reportage. Ouais. Là, à l'époque précis, les autorités algériennes ont décidé de gérer elles-mêmes l'affectation et la distribution des aides. Elles ont prétexté à l'époque qu'il ne faut pas privilégier une région au détriment d'une autre. Je vais juste finir. Voilà. L'ensemble des produits qui ont été collectés étaient bloqués au port. Ils ne savaient pas quoi en faire. Ils étaient en train de polluer au port d'Alger. Et il y avait même eu l'idée de les donner à la Tunisie. Et ça, c'était dans l'une des vidéos que tu as toi-même faites. Ouais, donc, il y a ça. Ensuite, lorsque le rôle de l'État algérien, le rôle d'un État doit être d'aider des associations, la société civile, à contribuer aux solutions. Les associations kabyles ont essayé de contribuer aux solutions. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Chaque village a collecté un ensemble de produits pour les envoyer dans leur village. Maintenant, on ne va pas reprocher aux associations kabyles de n'avoir pas fait ce que le ministre de la Santé, le ministre algérien de la Santé n'a pas fait. Et c'est ça le drame, c'est qu'on oublie l'État algérien, on ne blâme pas l'État algérien pour son inaction, mais on va blâmer les associations kabyles pour leur action. Mais c'est à l'État algérien doit dire, oh, au moins la Kabylie nous a soulagés, il s'est pris en charge par ses propres enfants, on va concentrer nos efforts maintenant pour aider les autres régions. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Ouais, après, en parlant, c'est un débat, on se verra un jour les chiffres quand même, parce que la discussion est passionnante, dans plusieurs rondes de débat. C'est que l'État algérien débloque beaucoup de moyens, il y a des budgets importants pour les wilayas de Bdjaya. C'est pas, les wilayas de Bdjaya, par exemple, ont des budgets nettement supérieurs à beaucoup de wilayas algériennes, etc. Pour dire la vérité. On sortira les chiffres la prochaine fois. Oui, on sortira les chiffres. Alors, on sortira les chiffres la prochaine fois, mais on en parlera. Ce sera une divergence. La question de la femme, parce qu'on est déjà à 58 minutes, tellement c'était passionnant. Alors la question est une question importante pour la femme, et rendez-vous pris pour un deuxième round, comme je le dis toujours avec nos invités. Nous interlocutons notamment sur la question de la Kabylie, d'Algérie, du mouvement séparatiste ou indépendantiste qui prend le dessus en ce moment au niveau de l'actualité algérienne. Si demain le régime Tebboune disparaît, ou partir, Tebboune à un moment donné va partir, là il est âgé, etc. Il y a un autre establishment qui arrive, un régime plus doux, comme le régime Bouteflika, moins répressif, beaucoup moins dans la persécution. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous allez perdre votre légitimité? Parce que si vous serez plus réprimé, c'est le prochain régime va enlever l'article 87 bis et cessera de mettre les gens en prison pour leurs opinions politiques, y compris si elles sont indépendantistes. Tant qu'il n'y a pas une infraction, tant qu'il n'y a pas un acte de violence sur le terrain, etc. Comment vous allez vous comporter face à ce futur régime? Est-ce que vous allez vous remettre en cause pour dire que finalement, peut-être que si nous on est un peu radicaux aussi, on devrait se déradicaliser, revenir un peu vers la modération pour tenter de trouver une solution? La question kabyle, c'est pas Tebboune qui l'a créée. Les 228 jeunes qui ont été tués et qui ont motivé la création du MAC, c'était pas Tebboune. Le MAC était là bien avant Tebboune et il sera là bien après Tebboune parce que le problème de la Kabylie ne sera pas réglé. C'est pas une question de personne, c'est une question de gouvernance, d'idéologie. Et cette idéologie algérienne ne partira pas après Tebboune, donc le MAC n'a aucun intérêt à changer ou à changer ses objectifs. Pas de remise en cause. Pas de remise en cause. Ce qui est à remettre en cause, c'est la répression, c'est le comportement brutal et illégal du régime algérien, c'est tous les abus de pouvoir du régime algérien, c'est son fonctionnement mafiosi. C'est tout ça qui est à remettre en cause. C'est pas le droit du peuple à disposer de lui-même. C'est pas ça qui est. Ça, c'est un principe des Nations Unies qui est ratifié par l'Algérie même. Merci beaucoup Karim pour ce moment de discussion, de franchise, de sincérité. Voilà, c'était Karim Acha qui a accepté, donc qui a débattu avec nous en tranquillité sur une opérateur caliculaire. Je te donne rendez-vous pour une prochaine partie. Avec plaisir. On n'a pas pu tout dire, c'est déjà 5 ans, on a déjà fait presque 1 heure. Le débat se porte sur les différentes plateformes d'Algérie Park. Je vous invite à nous envoyer vos commentaires, vos questions. Et j'invite Karim à répondre aussi aux questions, etc. sur notre chaîne YouTube, page Facebook, compte TikTok. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine fois. Nous, comme Azoul Fumek, prenez soin de vous. Tanmer. Merci, Tanmer, à bientôt.